3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Raphaël Thuin est avec nous, le responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Arnaud Morel de nous accompagner également. Bonsoir Arnaud, directeur des gestions sous mandat de Promépar Asset Management, et Benoît Pelloual à nos côtés également. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Benoît, l'emploi américain évidemment. Je reprenais un peu la perspective depuis le choc Covid, février 2020, comme point de départ, de référence. On peut noter que l'économie américaine a mis à peine 2 ans pour rattraper toutes les pertes d'emploi du Covid, 28 mois précisément. C'est historique. Et depuis février 2020, l'économie américaine a ajouté, si je puis dire, près de 5 millions d'emplois supplémentaires, et encore 353 000 précisément au mois de janvier. Ça paraît tellement incroyable que ce chiffre du mois de janvier pose même la question de savoir si c'est pas un blip ou une anomalie statistique quelque part. Alors c'est vrai que le track record des révisions dans ces chiffres maintenant auxquels on est habitué à voir surprendre quand même assez nettement, le ratio chiffres supérieurs aux attentes versus inférieurs, il est quand même assez considérablement, généralement, au-dessus des attentes en permanence sur les chiffres de l'emploi. Donc il y a quand même un sujet sur l'appareil statistique, ou en tout cas sur les anticipations qu'on en fait, mais c'est des très bons chiffres, évidemment. Ça illustre une économie qui refuse d'atterrir, en réalité. Donc oui, c'est très bien. On peut que se réjouir d'un marché de l'emploi aussi dynamique, d'une économie qui tourne aussi bien. Mais ça lève un problème pour la politique monétaire, très clairement, puisque, en tout cas, ça vient valider le message de patience qu'a donné au marché Jérôme Powell. Ça tire un trait sur l'ajustement monétaire d'une baisse de taux là, à venir prochainement. Je pense que c'est difficilement envisageable. Même est en train d'être sorti de la table par les investisseurs. Alors, il y avait déjà des arguments solides pour repousser quand même l'idée d'une baisse de taux aussi prématurée, entre déjà la volonté de ne pas répéter une erreur de baisse de taux prématurée comme on a pu l'avoir historique, etc. Mais il y avait les conditions de financement. Quand on regarde les conditions de financement du simple fait de la détente des taux sur les marchés, l'indicateur des conditions de financement de la Fed de Chicago est revenu sur les niveaux de début 2022. C'est-à-dire qu'on a quasiment effacé le resserrement monétaire, en fait, quand on regarde cet indicateur. Déjà, avant ces chiffres de l'emploi, il y avait peu d'arguments qui allaient dans le sens de baisser les taux de façon urgente. Mais surtout, c'est que ces chiffres de l'emploi, ils viennent révéler un vrai problème, c'est qu'au final, une économie qui refuse d'atterrir, c'est une économie qui est difficilement compatible avec un objectif d'inflation à 2, quoi. Et donc, il va falloir à un moment réussir à la faire atterrir si on veut maintenir cet objectif. Et ils l'ont dit clairement que la Fed a besoin de voir de façon durable une inflation stabilisée sur cet objectif. Et pour l'instant, quand on regarde le marché du travail, alors il y a des signes de dégradation quand on creuse un peu sous la surface, mais fondamentalement, la dynamique des salaires, et c'est aussi le cas en Europe d'ailleurs, elle pose toujours problème. En tout cas, elle n'est pas compatible avec une inflation à 2%. Voilà, on a fait un peu un petit exercice quantitatif, mais si on remonte aux années 80, en prenant l'Employment Cost Index, donc le coût du travail américain, en glissement annuel, il est un peu plus de 4% aujourd'hui. C'est stabilisé d'ailleurs, il avait bien baissé, il s'est stabilisé autour de 4,2. On s'aperçoit 90% du temps, on doit avoir un Employment Cost Index inférieur à ça pour avoir une inflation qui soit comprise entre 1,5 et 2,5. Et ça, c'est assez solide historiquement, depuis les années 80. Et quand on regarde le niveau aujourd'hui, ce coût du travail, il est compatible avec une inflation à 3,5 aux États-Unis. Donc on est loin de l'objectif, si on reste sur un marché du travail pareil. Et si on veut atteindre cet objectif de 2, ce coût du travail, il doit baisser assez nettement, il doit revenir autour de 2,5. Et ça, c'est difficilement envisageable avec une économie qui tourne aussi bien, un taux de chômage qui reste aussi faible. Il va falloir que le taux de chômage remonte et que l'économie freine, quoi. Donc ce qu'on a vu jusqu'à présent n'est pas soutenable, parce que l'inflation, elle est déjà à 2, Benoît. Ça fait 6 mois que le corps PCE est à 2, enfin 6 mois annualisés, on est inférieur à 2. Dans les déflateurs du PIB Q3, Q4, on est parfaitement à 2 sur le corps PCE. Jérôme Powell le dit, on a confiance dans l'idée que ça va revenir à 2. On a besoin de plus de confiance. C'est ça. Là, c'est là où il parle des salaires, effectivement, sans doute. Mais je cite encore Jérôme Powell cette semaine. L'économie est en bonne place, c'est une bonne économie. Nous ne voyons pas une croissance plus solide comme un problème. Nous, membres de la Réserve fédérale américaine, nous ne voulons pas voir de ralentissement du travail, du marché du travail. Nous voulons voir une poursuite de la baisse de l'inflation telle qu'on l'observe depuis 6 mois. Et c'est historiquement, généralement, la configuration qu'on observe justement avant que l'économie ne se mette réellement à freiner. En réalité, c'est qu'on a toujours ce degré de confiance
important dans l'idée de cette idée du soft landing. Encore une fois, c'est une idée qui c'est pas du tout impossible, mais compte tenu du choc inflationniste qu'on a eu, de ce resserrement monétaire. Donc encore une fois, il y a plein de raisons qui expliquent que ce resserrement monétaire produise des effets moins immédiats, qui sont plutôt plus étalés dans le temps, etc. Mais ces effets vont se produire immanquablement dans l'économie. Et donc en réalité, effectivement, ils ont besoin d'avoir plus de confiance qu'on reste sur ce niveau d'inflation. Et quand on regarde les chiffres, la dynamique des salaires, il y a quand même le doute sur le fait qu'on parvienne à rester sur ces chiffres d'inflation. Il y a cette peur de voir l'inflation rebondir sous cet effet d'une dynamique des salaires qui refuse de se calmer. Comment vous regardez la situation, et la situation pour la Réserve fédérale américaine, bien sûr, Raphaël, pas facile. Hein. Alors, il se glorifie pas, Jérôme Powell, il proclame pas le succès du soft landing. Ce serait sans doute un peu trop téméraire, peut-être, de ce point de vue-là, mais quand même, c'est une bonne économie. Enfin, je veux dire, eux-mêmes sont, je pense, complètement estomaqués. Parce qu'il y a un an, la Fed voyait 0,5% de croissance au Q4 2023 par rapport au Q4 2022. On est à plus de 3% de croissance, avec une inflation à 2%. Estomaqué, c'est le mot, mais tout le monde est estomaqué. Hein. Je vais vous donner un chiffre sur les chiffres de l'emploi du jour. Donc, on sort à 350 000. Le consensus était à 185. Il y a 77 économistes à qui on a posé la question avant la publication du chiffre. Le plus optimiste est à 300 000. Donc, estomaqué, c'est un coup de semonce. Et c'est un coup de semonce, le cadre a été bien posé, à un moment où justement on est très attentif à ces chiffres, à la suite en particulier du discours de Jérôme Powell, qui, oui, se réjouit, semble satisfait de la tendance actuelle, mais continue à dire que, attendez, là, il y a quand même un concept de ce que certains appellent l'immaculée désinflation. Comment arrive-t-on à avoir de la désinflation à un moment où l'économie carbure d'une part, et le marché de l'emploi est d'une résistance absolue d'autre part, on ne l'explique pas. Et quand on ne l'explique pas pendant si longtemps, c'est que peut-être qu'il y a un loup. Peut-être qu'effectivement, ces chiffres de l'inflation qui ont été très encourageants sur les 6 derniers mois, ils pourraient se retrouver sur une dynamique plus compliquée dans les mois qui viennent. En tout cas, effectivement, des gens dont le salaire augmente, qui sont employés, ça a tendance à faire nourrir l'inflation, nourrir la consommation, et donc un combat contre l'inflation qui va être de plus en plus difficile pour les mois qui viennent. En tout cas, c'était le message de Jérôme Powell hier, teinté d'optimisme évidemment, mais c'était quand même son message, et c'est amusant de constater que dès aujourd'hui, on a une confirmation de ces inquiétudes avec ce chiffre extraordinaire. Ouais. Il y a peut-être une clé d'explication, c'est la productivité, Raphaël. Alors, c'est des données longues, effectivement. Il faudra sans doute beaucoup de temps pour comprendre ce qui se passe peut-être en matière de gains de productivité pour l'économie américaine. Néanmoins, c'est des chiffres durs qui sont mesurés trimestre après trimestre. Ça fait peut-être 3 ou 4 trimestres qu'on a des gains de productivité aux États-Unis. La productivité horaire moyenne aux États-Unis est 6% supérieure à ce qu'elle était par rapport au niveau atteint avant le Covid. Ça, c'est unique, j'allais dire, dans le paysage global macro aujourd'hui. Productivité, c'est une piste, effectivement. Alors, est-ce que c'est les effets de l'IA déjà ? Peut-être, peut-être pas, ça paraît un peu tôt, mais clairement, il y a une piste là. Il y avait un très bon article de Paul Krugman, vous savez, ce nobéliste, cet économiste du New York Times, qui est le prix Nobel il y a quelques années, et qui parlait de l'Europe. Et il disait, écoutez, l'Europe a plein de choses pour elle, elle a plein d'atouts, mais il y a quelque chose qu'elle ne fait pas comparé à ce que font les États-Unis et qui semble payer, c'est du déficit. Et effectivement, on a un gouvernement qui est tout à fait disposé à alimenter le déficit, à ne pas augmenter les impôts, à laisser cette économie courir, et courir fort, et courir à vite quelque part. Et effectivement, on peut-être deuxième piste, imaginer, ça c'est un facteur positif pour l'économie américaine. On a un problème dans cette histoire, c'est que la fin se termine pas toujours bien quand on a trop de déficit, et on va reparler des taux d'intérêt. On sait qu'il y a énormément d'émissions de bons du Trésor américain qui financent ces déficits. Elle a quoi, 2 trillions à émettre, Yellen, cette année, c'est ça ? Quasiment le double de l'année dernière, qui était déjà une année record. Donc tout le monde transpire. Est-ce qu'on va être capable d'absorber toute cette dette qui arrive, qui finance ces déficits, et dans quelle mesure on pourra avoir un impact sur les taux. Donc là, ça y est, la boucle est bouclée. On se rend compte qu'on est au milieu du gué. C'est pas la fin de l'histoire. On est très content de voir que l'économie américaine caracole. C'est bon pour tout le monde. Maintenant, l'impact sur l'inflation, l'impact sur les déficits et sur les taux d'intérêt in fine reste encore à déterminer.
bon, il y a une histoire de séquence et d'horizon de temps dans tout ça. J'imagine qu'un gérant action, il doit quand même pouvoir se satisfaire de ces chiffres macro en provenance de l'économie américaine. Tout à fait, Arnaud. Grégoire. Non, mais je... La bonne nouvelle, c'est que l'économie se porte bien, sauf landing. On pourrait presque parler de no landing. Enfin, quand on voit les chiffres, le PIB qui est sorti il n'y a pas longtemps aux États-Unis, les chiffres de l'emploi qui se portent bien. Pour un gérant action, c'est quand même satisfaisant. On dit qu'une économie qui va bien, pour la microéconomie, c'est quand même des bonnes choses. Donc ça reste porteur et salvateur pour les prochains mois. Après, on a quelques alertes, comme ce qu'a dit William, notamment sur l'inflation. Hier, on l'a vu sur l'ISM, notamment sur la partie prix payé, qui est ressorti à 52,9. Ouais. Voilà, des points à surveiller quand même dans les prochaines semaines, et ce qui pourrait reporter, on va dire, la baisse des taux directeurs de la partie américaine. Et ça, c'est grave pour le marché ou pas ? Pas tant que ça, mais on le voit de l'autre côté. Donc nous, en investisseurs européens, sur la partie européenne, on voit quand même notre économie au sein de la zone économique européenne qui ralentit, les indicateurs avancés, même si ça commence à bottomer, se reprendre un petit peu. C'est quid de ce qui va se passer de la Banque Centrale Européenne. Je vous laisse nous essayer de répondre à cette question excellente, Arnaud. Non, mais sérieusement, non, mais c'était le petit débat qu'on avait avant de commencer l'émission. Si ça continue d'aller aussi bien que ça pour l'économie et qu'il faut encore redécaler dans le temps la perspective de baisse de taux, qu'est-ce qui se passe en Europe et du côté de la BCE de ce point de vue-là ? On le voit là, ils attendent tous le go de M. Powell. Oui. On l'a vu hier sur la Banque d'Angleterre, où voilà, un discours d'Ovish en attente. La Banque du Japon, n'en parlons pas aussi. Donc ça, c'est les points manifestes. Aujourd'hui, il faut souligner quand même que la Banque Centrale Européenne a besoin, et Mme Lagarde a donné quand même un timing en disant que ça se fera avant la période estivale, cette baisse des taux directeurs. Donc le calendrier, elle le dresse. D'accord. Donc elle va devoir appuyer. Maintenant, elle ne l'a jamais fait, d'appuyer avant la Banque Centrale Américaine. Peut-être une première, et en tout cas on en a besoin en zone économique européenne, ça semble évident quand même. Ouais. C'est vrai que Benoît, on comptait sur une Fed assez proactive et sur une BCE assez inerte dans sa fonction de réaction, et on se disait très bien, la Fed ira, la BCE suivra. Bon, là il y a peut-être une histoire qui se réécrit un peu différemment. En tout cas, on peut pas l'exclure. On va pas s'infliger des restrictions monétaires en Europe simplement parce qu'on va attendre que la Fed réagisse, quoi. Enfin, au bout d'un moment, faut bien regarder que nous, l'économie, elle a déjà atterri. En réalité, on est déjà en croissance zéro sur 12 mois quasiment. Enfin, c'est la stagnation. On revient en plus en termes de trend de croissance sur le trend de croissance d'avant le Covid. Enfin, grosso modo, quand on sortait de la grande crise, etc. Donc, c'est quand même pas terrible en termes de performance économique. Il y a quand même la même problématique, j'insiste là-dessus, la problématique des salaires, la dynamique des salaires, même en Europe, pose problème, ce qui est quand même quelque chose qu'on n'avait pas forcément, sur laquelle les économistes n'étaient pas forcément tous confiants il y a encore quelques mois. On voit que la dynamique des salaires, elle est toujours problématique aussi en Europe. Donc ça, c'est probablement quelque chose qui est regardé de très près. D'ailleurs, la BCE publiera ses nouvelles prévisions et ils attendent les dernières négociations salariales, etc. parce que redoute effectivement une mauvaise surprise de ce point de vue-là. Mais fondamentalement, je ne vois pas pourquoi la BCE serait tenue d'attendre que la Fed... mais c'est écrit nulle part. Alors, je crois que c'est écrit nulle part. Mais voilà, je vois pas pourquoi ça serait... parce que c'est l'ordre du monde. Mais exactement. On a une économie américaine qui défie la gravité par rapport au reste du monde. On doit l'analyser séparément, quoi. Et la BCE, je pense, va l'analyser séparément, bien sûr. Et vous comprenez que ce que disait Arnaud, on comprenait que juin était un minimum en termes d'horizon, et maintenant on est plutôt sur l'idée que juin c'est au plus tard. C'est ça. Pour baisser les taux. Mais bien sûr, c'est au plus tard. Ouais. Après, encore une fois, ce ne serait pas une mauvaise nouvelle en relatif pour les marchés. La dynamique relative de politique monétaire, ça compte pour les marchés. Justement, affaiblir l'euro, ça serait bon pour les exportations. On est une zone qui est très exposée au reste du monde, donc ça serait pas si mal. Enfin voilà, on peut. Mais ça viendrait aussi valider le scénario d'une économie qui a déjà largement atterri et qui a une croissance et puis qui s'est quand même complètement désynchronisé du rythme américain. Oui, et d'ailleurs, justement... Une forme de divorce, pour le coup, assez large, quoi. Et justement, avec la productivité aussi, on voit bien que là-dessus, effectivement, aux États-Unis, le rebond de la productivité, on le voit que là-bas. On ne le voit pas dans les autres pays. Alors, attention aussi, c'est pas un tel rebond de la productivité, c'est super bien pour la croissance potentielle, le long terme, etc. C'est pas très compatible avec un marché du travail aussi dynamique. Et c'était une des raisons, justement, la faiblesse de la productivité d'un point de vue conjoncturel, qui explique des marchés du travail aussi tendus, parce qu'en réalité, c'est pas qu'on était tous beaucoup plus productifs, on était juste plus nombreux pour produire à peu près la même quantité. Donc il y avait une vraie productivité déprimée, même aux États-Unis. La seule différence, c'est qu'on la voit vraiment rebondir maintenant aux États-Unis, pas ailleurs.
Bon, sur le divorce Fed, BCE, Europe, États-Unis, Raphaël, et puis dans les facteurs et les points à surveiller, toujours du côté de l'offre, il y a des choses à dire sur ce qui se passe en mer Rouge et ses conséquences. Ça fait déjà des semaines, voire une paire de mois que ça dure. Ouais, alors effectivement, ce divorce de tendance entre l'Europe et les États-Unis, peut-être que ça va devenir une vraie thématique sur 2024. En tout cas, on en prend le chemin. Les économies divergent très fortement maintenant. Soft landing, c'est très généreux pour l'économie européenne. On est très clairement en train de ralentir et on n'est pas certain de la suite des événements de ce point de vue-là. Là où les États-Unis, on l'a dit, caracolent. Donc ça, c'est une première thématique. Ça pourrait avoir aussi des conséquences sur les trajectoires d'inflation. À un moment où ces trajectoires ont des similitudes, le marché du travail, la ténacité de l'inflation sur les services, mais aussi des dissimilitudes. Et vous faites le lien avec la mer Rouge, je pense que vous avez raison. On va regarder en Europe beaucoup des problématiques d'énergie, on va regarder des problématiques sur la nourriture qui contribuent aussi davantage aux dynamiques inflationnistes en Europe. Et puis aussi, on a une sensibilité vis-à-vis de cette thématique de la mer Rouge qui est importante, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Et cette thématique de la mer Rouge, elle pourra peut-être aussi être un facteur inflationniste dans les mois à venir. En tout cas, lorsque vous parlez aux armateurs en ce moment, déjà la plupart évitent de passer par là. Maintenant, à quelques exceptions près, ils font tous le grand détour. Ceux qui passent par là se font accompagner par les bateaux de marine nationale, les bateaux de guerre. Et puis, ils vous disent aussi, ces armateurs, qu'il n'y a pas vraiment de fin en vue. En tout cas, ils s'attendent à ce que ce conflit larvé puisse perdurer dans le temps. En gros, l'idée, c'est que acheter un drone pour attaquer un bateau, ça coûte $20 000. Acheter un missile pour abattre le drone, ça coûte $1 million. Et ces missiles, on en manque justement en ce moment. Donc il n'y a pas eu vraiment, malgré d'escalade récemment, de baisse de tension dans la zone. Donc si vous regardez un petit peu... Ils imaginent une persistance du phénomène. Je ne sais pas si c'est leur scénario central aujourd'hui de dire que cette route-là restera fermée peut-être de manière structurelle, mais en tout cas, ils ont une réflexion sur l'idée d'une persistance et d'une route qui sera plus jamais la même. Il semblerait que c'est un vrai scénario tout à fait envisagé et ça contribue à cette volatilité du prix du fret et c'est important. Le fret, vous souvenez-vous, ça a beaucoup amplifié les phénomènes inflationnistes dans le passé. Dans le cycle de désinflation aussi, on a eu Hapag Lloyd récemment qui a montré que sur Q4, une baisse des coûts du fret de 50% comparé à l'année précédente. Leurs bénéfices sortent à moins 92% sur Q4. À l'inverse, depuis le début d'année, les prix du fret sont en hausse de 50%. Donc ça va aussi contribuer à brouiller les cartes pour Madame Lagarde, qui va être plus sensible aussi à ce genre de facteurs. Donc effectivement, une divergence entre les deux plateformes qui sera peut-être une thématique cette année. Et une thématique pour l'investisseur, on le voit en termes de performance, sur les actions, sur le crédit, d'un segment sur l'autre, en termes de valorisation, on est aussi sur des écartements qui sont très importants. Quand vous dites thématique de marché, partant de la divergence macro qui pourrait s'accroître encore Europe-États-Unis, c'est quoi ? C'est privilégier dans ce contexte des actifs américains qui sont peut-être déjà riches, on va en parler, peut-être correctement valorisés. Ça écarte l'idée d'un retour à la moyenne ou d'un rattrapage des actifs européens avec une décote toujours plus structurelle ? Alors, très bonne question. Non, ça se joue sur le forex, ça se joue... Ça joue sur beaucoup de choses. Effectivement, la première constatation, c'est que la décote des actifs européens comparée aux actifs américains, quelle que soit la classe d'actifs, est historique. Jamais les actifs européens ont été aussi peu chers. C'est vrai sur les actions, où pour le coup les actifs américains sont très chers, là où en Europe on peut dire qu'on n'est pas très cher. C'est vrai sur le crédit, les primes de risque en Europe sont plus élevées qu'aux US, qui est très rare dans l'histoire. Donc vous avez déjà cette opportunité de dire oui, il y a peut-être plus de risques, moins de croissance, mais vous avez des points d'entrée beaucoup moins exigeants. Et au final, lorsque vous faites une analyse entreprise par entreprise, vous allez vous retrouver très souvent avec des entreprises d'excellente qualité en Europe qui ont souvent des métriques de fondamentaux tout à fait similaires à des équivalents américains qui vont se retrouver 5, 20, 30% moins chers que l'équivalent américain. Simplement parce qu'elles sont cotées en Europe, quoi. Et que c'est des boîtes européennes, quoi. Voilà. Il y a une décote au risque Europe, comme il y a une décote au risque Chine ou au risque émergent, finalement. Donc ça va être aussi une source d'opportunité. On a eu tendance à réallouer du risque sur l'Europe. Je comprends. On trouve que cette décote, elle est excessive, que l'Europe a sûrement des atouts dans ce monde qui s'ouvre, mais ça va être, selon nous, probablement une thématique de plus en plus pour l'investisseur en 2024.
très intéressant sur comment ça peut se traduire. Il y a la divergence macro et puis il y a ce que les marchés déjà anticipent et en termes de décote, de primes de risque, etc. Eh ben oui, alors justement, c'est ce qui de nouveau rend aussi l'exercice d'allocation actif assez intéressant, parce qu'il faut bien avoir en tête cette migration de l'économie vers des taux plus élevés, etc. et tout ce dont on parle, ça a redonné du sens à faire de l'allocation active. Auparavant, on s'intéressait quasiment qu'au marché action, il y avait que là où on avait des rendements, et c'est là où de nouveau ça redevient intéressant. On peut, et nous c'est l'essentiel de ce qu'on réalise actuellement, c'est de faire de la prise de risque en relatif en réalité, donc je rejoins tout à fait ce qui vient d'être évoqué, notamment effectivement sur le crédit, ou justement en Europe, sur des entreprises de bonne qualité, etc. Enfin, il y a vraiment quelque chose à jouer, à la fois en termes de rendement, à la fois en termes de valorisation, parce qu'on attaque déjà un scénario qui est quand même, quand on regarde le niveau des spreads sur des sociétés de très bonne qualité en zone euro, on est déjà en ligne avec ce qu'on voit habituellement dans une récession. Donc c'est assez cohérent. En revanche, effectivement, sur les marchés actions, je pense que les différentiels sectoriels, le tilt beaucoup plus valeur de croissance aux États-Unis, la dimension tech, est quelque chose qu'on a tendance à plutôt privilégier, justement, notamment dans notre scénario où il va falloir que cette économie américaine elle atterrisse à un moment. Et effectivement, dans ce genre de scénario, on aura plutôt tendance à privilégier la qualité, etc., qu'on retrouve particulièrement sur ces valeurs de croissance côté US. Bon, parlons-en justement de la croissance américaine. Arnaud, on parlera des résultats, mais il faut qu'on attaque par Meta, parce que c'est quand même l'autre événement du jour avec les chiffres de l'emploi américain. Là aussi, c'est spectaculaire. Je crois que ça prend plus de 20% au moment où on se parle. C'est déjà historique peut-être dans l'histoire de Meta, une séance comme ça, un rallye sur une seule séance de plus de 20%, 200 milliards de market cap ajoutés. Et visiblement, la feuille de route livrée aux investisseurs, oui, effectivement, satisfait tout le monde, là. Tout à fait. Alors déjà, le point saillant, aujourd'hui, on le voit, on a tous les GAFAM qui ont publié. On voit Microsoft, c'était très très bon, mais on voit c'est vraiment des arbitrages en termes de valorisation. On voit donc Meta, en termes de valorisation, on est vraiment sur la moyenne historique, même en deçà de la moyenne historique des 10 dernières années. C'est quoi, c'est la moins chère du groupe ? C'est la moins chère du groupe. Après, vous avez Amazon qui est sur sa moyenne 5 ans. Donc ceci expliquant aussi les rebonds assez forts, de 20%, de 8% pour Amazon. Donc Meta, aujourd'hui, tous les chiffres sont au-dessus, un chiffre d'affaires, BPA, ça c'est des choses importantes. On a surtout un programme d'achat d'actions qui est ajouté de 50 milliards. Et la cerise sur le gâteau, c'est un dividende qui arrive à 0,1 centimes par action. Mais quand même, ça montre la transformation de Meta. On reprend quand même il y a 3-4 ans, on était sur un projet de métaverse, de forts investissements sur cette partie-là. Aujourd'hui, on arrive sur une société qui arrive à maturité, avec beaucoup de confiance. On parle beaucoup moins de développement, d'investissement sur cette thématique de la métaverse. Et l'arrivée du dividende, ça l'amène, on va dire, dans la catégorie des must-have américaines. Et c'était la dernière des GAFAM qui ne distribuait pas. Donc, ça devient, comme vous disiez tout à l'heure, les dividendes aristocratiques, c'est ça ? Tout à fait. Elle est candidate, pas encore. Non, mais là, c'est 50 centimes par action. Je crois que c'est la classe 31e au sein du S&P 500 en termes de dividendes, de montant de dividendes versés. Mais on peut imaginer que ça va grossir, que ça va grandir. Elle est candidate à rejoindre des Microsoft ou des Apple à ce titre-là. Tout à fait. Retour à la croissance, on regarde vraiment, elle avait énormément profité de la période de Covid. On a eu des périodes d'investissement qui ont été faites massivement sur les 2 dernières années. Une croissance, une décroissance, pourrait-on appeler, une pression sur les marges. Aujourd'hui, on revient sur les niveaux avant le Covid en termes de croissance organique et surtout en termes de marge. Ça, c'est quand même important. Donc, on voit que Mark Zuckerberg fait quand même bien le job, manage bien les choses. Le point important, c'est une statistique impressionnante, on en parlait ce matin, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, vous avez, en termes d'applications, vous avez 3 milliards de personnes qui se connectent aux applications du groupe Meta. C'est impressionnant. Ça montre aussi quand même l'ampleur. Facebook, Instagram, WhatsApp, c'est les principales, c'est ça ? Oui, non, mais je vais pas aller trop plus loin sur ce sujet-là, mais voilà. Mais ça fait déjà des grosses plateformes. C'est quand même important. On a 8 milliards, 3 milliards de connexions par mois. Sur cette thématique-là, on voit des revenus quand même publicitaires qui reprennent. C'est quand même la bonne surprise aussi quand on voit Alphabet qui avait un peu plus de difficultés sur cette partie-là. L'image pub côté Meta était bien plus glorieuse que ce qu'on a vu sur Alphabet. Ça, c'est des choses importantes. Donc, Meta arrive en termes de rentabilité et en termes de dividendes dans les grands groupes, on va dire, des méga caps américaines technologiques. Après le gros crash de 2022, l'échec du métaverse, etc., Zuckerberg a dit 2023, c'est l'année de l'efficience. Exactement. Et dans la jeune histoire de Facebook, c'est une boîte qui a 15 ans, même pas. Aujourd'hui, la cotation, c'était début 2010 ou 11 ou 12, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Ça s'est traduit comment parce que c'était un vrai test pour ces grands, et pareil pour Amazon, etc. Je veux dire,
c'est la première fois, en tout cas dans l'histoire récente, que ces groupes-là sont allés tailler le gras et remis peut-être un peu de productivité aussi dans leurs équipes. On en parlait tout à l'heure. Mais Ils avaient coupé pas mal dans les effectifs il y a 1 an et demi. Fin 2022, ils coupent 15% des effectifs. Après, comme on en parlait tout à l'heure, il y avait peut-être des jobs qui étaient un peu superficiels. Mais voilà, ça a été coupé à l'intérieur. Un contrôle des coûts quand même drastique à l'exercice 2023. Des plans de CAPEX qui me semblent maîtrisés. Plans de CAPEX annoncés de 2 milliards, qui sont quand même bien ciblés sur la partie processeur, que ce soit sur la partie intelligence artificielle ou non artificielle. Donc le groupe montre aujourd'hui un exercice optimal. Ouais. Raphaël, Meta, c'est l'exemple du jour, mais c'est vrai que le tir groupé quand même des GAFAM semble montrer que le marché n'est pas complètement lassé de ces valeurs encore aujourd'hui. Non, et tire le marché vers le haut. Oui. D'ailleurs, on peut résumer le rallye récent à un rallye US, tech, IA. En gros, quand vous avez dit ça, vous avez tout dit. Vous enlevez ces valeurs-là, vous regardez la performance du S&P 493, on est très proche de ce que fait l'Europe. Si vous regardez la croissance des résultats attendus pour 2024, c'est exactement en ligne avec ce que fait l'Europe, plus 5%. La croissance des 7 magnifiques, plus 35% pour 2024. Donc la croissance, elle est là, ça tire le marché vers le haut. C'est vraiment ça le facteur de risque numéro 1 positif pour le marché. Et c'est vrai qu'on est impressionné par cette capacité de génération de profits récurrente. Nous, on les regarde, toutes ces 7 magnifiques, à travers 3 prismes, 3 méga-tendances. Première méga-tendance à laquelle elle vous expose, c'est la croissance de la publicité en ligne. Alors, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que c'est un gigantesque marché qui est capturé par une petite poignée d'entreprises qu'on vient de citer et qui grossit très vite, qui gagne des parts de marché. Donc ça, c'est une première façon de s'exposer. Deuxième façon, c'est le cloud, plus récent, mais c'est aussi un marché qui devient un peu plus mature et qui a des taux de croissance très importants. Et puis le nouveau facteur de croissance, c'est évidemment l'IA. Et encore, dans tous ces noms-là, vous allez avoir les leaders de demain. Après, quand vous regardez sur les 7 magnifiques, et d'ailleurs le marché est en train de les différencier, peut-être qu'il va falloir qu'on recycle l'expression, ou qu'on en trouve une autre. C'est vrai qu'elles ne sont pas toutes positionnées de la sorte, elles n'ont pas toutes les mêmes valos. Et effectivement, sur Apple, qui a un business très différent, qu'on pourrait peut-être d'ailleurs plus comparer à un business de consommation, discrétionnaire ou pas d'ailleurs, on peut ça se commoditise un peu. Ou évidemment Tesla, on est sur des dynamiques qui sont très différentes. Donc il faut en avoir, il y en a qui sont effectivement pas chers, qui justifient l'investissement, c'est là où il y a de la croissance. Maintenant, en termes... Pour l'investisseur passif, on va dire, qui regarde le marché aujourd'hui, lorsque vous regardez la performance, lorsque vous regardez la valo, lorsque vous regardez le risque, c'est US, Tech, IA. Ouais, je comprends. Oui, et puis ça implique un risk management important, effectivement, dans un portefeuille global. On peut pas... de la place pour être déçu. Et de la place pour être déçu. Non, mais c'est sûr. Oui. Alors, c'est pas dans la même dimension, mais un Dassault Systèmes hier, sur la partie software... peut décevoir, ça fait partie, je ne vais pas dire que c'est notre GAFA, mais ça fait partie des boîtes tech françaises, européennes, chèrement valorisées, des darlings, qui, sur une séance, peuvent parfois décevoir avec une sanction à 10%. Arnaud, c'était pas une vraie déception. Non, mais après, depuis le 1er novembre, Dassault Systèmes, c'est plus 40% avant publication. Ah oui, il y a un rallye énorme, bien sûr. Vous avez raison sur les niveaux de la valorisation. baisse des taux, la perspective. Après, on a quand même revu les BPA à la hausse, on attend 12-13% de BPA sur l'année. Vous avez une valorisation qui s'est décontractée aussi, on va dire ça comme ça. On est à 28 fois les bénéfices. Le management a tenu ses engagements qui étaient de doubler les bénéfices par action sur les 3 dernières années. Donc les moins 10%, on va plus dire que c'est un phénomène technique, d'algo, d'éléments comme ça, en vous disant j'ai du mal à l'expliquer, mais moins 10 sur une société comme Dassault Systèmes, ça semble quand même un peu incohérent, mais c'est un peu le bain aujourd'hui des gérants. Enfin, on a beaucoup d'accidents, vous voyez des valeurs comme LVMH qui prend 10%, vous voyez une valeur comme SAP ASML qui prend une dizaine de pourcents. Ça pose question par moment aussi. Oui, pour des grosses capitalisations boursières, effectivement. On parlait du début de changement de statut de Meta avec l'entrée dans l'âge du premier dividende. Est-ce qu'à l'inverse, il y a quelque chose qui se passe du côté d'Apple, justement ? Est-ce que le statut est fragilisé ? C'est plus la même hype, c'est sûr, c'est plus la même dynamique boursière. Ça fait quand même plusieurs trimestres que la croissance est zéro. Alors, elle revient positive, là, je crois, sur le dernier trimestre.
l'Eldorado chinois, qui était quand même une grosse partie aussi du cas d'investissement, semble se réduire un petit peu. Écoutez, autour de la table, on est tous équipés, on est tous smartphones. Donc voilà, c'est la même chose un peu partout dans le monde. On a des taux d'équipement qui sont encore mais importants. j'en ai pas acheté un par an comme les premières années, comme depuis 2007. Quoi. On voit que l'innovation est moins importante. Mais clairement, vous avez un taux d'équipement aujourd'hui, c'était relayé par Tim plus de 2 milliards. Hier, voilà, vous avez pratiquement 2,2 milliards de taux d'équipement de personnes équipées. Alors là, c'est quand même énorme. Et les services dessus, alors donc l'idée, c'est ça le grand... La partie relais. Vous aviez 6% il y a 3 ans, les services représentaient 6% du chiffre d'affaires il y a 3 ans. Aujourd'hui, on est à 18%. D'accord, c'est quand même margé à plus de 50%. Et là, on le voit sur les chiffres de niveau de marge, en tout cas qui ont été annoncés, c'est clairement le relais de croissance des années futures. Mais clairement, il va falloir que nous s'attendre à un niveau de croissance beaucoup moins important. La question maintenant se pose de savoir le niveau de valorisation à 28 fois les bénéfices quand on les attend de BPA à moins 4% pour l'année 2024. C'est un sujet, clairement. Voilà. Après, vous avez d'autres sujets, on en parlait tout à l'heure. Quand vous générez pratiquement 100 milliards de cash, on en revient, vous êtes rémunéré à 5%, c'est comme une SICAV monétaire, Apple. Des fois, peut-être qu'aussi les investisseurs se disent c'est peut-être plus certain et sûr d'investir Apple que sur de la dette américaine. Je minore mes propos, mais en tout cas, un arbitrage qui peut être fait, vu, entendu, sur les marchés financiers. Donc, clairement, il y a un changement de business. Vous avez calculé, au regard de leur trésor disponible et des rendements du cash aujourd'hui, c'est 1 milliard, 1,5 milliard de résultats automatiques quasiment chaque trimestre. Ça doit être ça. C'était, je ne sais plus, c'était par trimestre. Bref, c'était spectaculaire. Ça génère un rendement financier. Toujours présent dans l'allocation de Warren Buffett. Donc voilà, c'est des choses. Oui, plus que jamais. On le reprend en référence. Plus que jamais. Oui, c'est impressionnant la position de Buffett sur Apple. Sur le thème de l'IA, Benoît, je sais que vous aimez bien ces sujets de disruption, de technologie. À quelle vitesse ça se diffuse? Quels sont les secteurs au-delà de Nvidia et des chips qui vont bénéficier de ce mouvement assez rapidement? Est-ce que ça se diffuse plus vite que les technologies précédentes? Est-ce que ça va irriguer plus vite plus de secteurs que lors des précédentes révolutions technologiques? Ça semble être le cas. En tout cas, quand on regarde aux États-Unis, justement, ce rebond de la productivité qu'on note, beaucoup l'imputent justement aux premiers effets. Oui, parce qu'on ne sait pas trouver d'autres explications, quoi. Mais c'est un peu ça. Ça faisait des années où on a le sentiment d'être dans une vague d'innovation majeure, etc., avec toujours cette problématique du déclin perpétuel des gains de productivité. Et c'est vrai que là, aux États-Unis, encore une fois, c'est bien spécifique aux États-Unis, mais on a le sentiment qu'il se passe quelque chose de ce point de vue-là. On met ça sur le dos de l'IA par défaut d'autres explications, parce que ce déclin des gains de productivité précédents, il n'est toujours pas tranché. Chez les économistes, c'est toujours pas pour quelle raison. Mais force est de constater qu'il semble y avoir un réel impact. En termes de secteurs, tous les secteurs, en réalité, seront impactés. Et je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est qu'il y a probablement une diffusion peut-être plus rapide, mais surtout une possibilité de démultiplication des utilisations à peu près partout. Et je pense que ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est un vrai impact macroéconomique, d'où ce qu'on peut en attendre en termes d'enthousiasme, en termes de productivité. On sait qu'on va chercher à capter le plus de valeur, boursièrement parlant, partant encore une fois du secteur des semi-conducteurs et des stars de ce secteur qui sont bien identifiés par tout le monde et sans doute détenus par tous ceux qui souhaitent en détenir aujourd'hui. Il faudrait regarder notamment... Combiner ce thème, c'est vrai que ce thème à la fois de régionalisation des échanges, d'un monde un peu plus compliqué, où on relocalise, etc., même si dans les faits c'est un peu discutable, mais c'est un thème qui revient de façon assez importante. Avec l'intelligence artificielle, il y a du côté de l'industrie, en fait, il faut essayer d'élargir un peu les utilisations, parce que nous, on est tenté de penser que s'il doit y avoir mouvement de réindustrialisation, relocalisation, etc., ça ne va pas se traduire par énormément d'emplois, en réalité. Ça va se traduire par énormément d'automatisation. Et il y a de la marge pour automatiser justement les chaînes industrielles, notamment en Europe, etc. Et effectivement, au-delà du spectre, du segment naturel de la tech et de tout ce qui est associé, je pense qu'effectivement, il faut regarder un peu plus loin, et notamment du côté de l'industrie où il y a vraiment de la marge. Je voulais bien qu'on dise un petit mot de l'Asie, de la Chine, notamment le marché chinois. Est-ce que la question étant, est-ce qu'il y a un plancher, quoi? Personne n'est obligé d'être investi en Chine aujourd'hui, heureusement. Plus difficile d'éviter l'Europe ou les États-Unis, mais c'est forcément quelque chose qu'on regarde, même si on n'a pas besoin d'être investi directement là-bas, en tout cas sur la partie côté liquide. Ouais, alors, avec beaucoup d'humilité, je vais vous le dire comme ça, la Chine, c'est le grand point d'interrogation. C'est vrai d'ailleurs d'un point de vue corporate, et
Et si vous écoutez par exemple les commentaires des entreprises de luxe, elles ont de grandes incertitudes sur les perspectives de la Chine et du consommateur chinois en 2024, que pour l'investisseur, évidemment, un marché qui tombe comme une pierre. Ça fait des années qu'on dit qu'il n'est pas cher, ce marché. Il est de moins en moins cher. Alors oui, on peut imaginer qu'il y aura un rebond à un moment, que peut-être qu'on part trop bas et qu'on méritera de rebondir. Mais le fait est que la tendance est mauvaise, la visibilité est mauvaise. On voit aujourd'hui beaucoup de sorties d'investisseurs de tous horizons qui se détournent complètement du marché. Et aussi pour des bonnes raisons, parce qu'il y a aujourd'hui des vents de face structurels face à la Chine qui rendent prudents. On va parler effectivement d'une économie qui a beaucoup de leviers, beaucoup de dettes, qui est en train petit à petit d'apurer cette dette, et ça se fait à un coût très important pour les investisseurs. On pense en particulier à l'immobilier. Cette bulle immobilière, elle n'a pas fini aujourd'hui de nous exploser à la figure, et elle a coûté très très cher aux investisseurs jusqu'à présent. Il y a une dimension aussi politique et géopolitique. D'une part politique, parce qu'on voit que le gouvernement est très actif dans la conduite de l'économie, et qu'aujourd'hui, finalement, la valeur ajoutée créée par les entreprises ne redescend pas jusqu'aux actionnaires, ou même ne redescend pas jusqu'aux détenteurs d'obligations, par exemple. Quand vous regardez le MSCI Chine depuis sa création en 1992, sa performance sur la période, donc de 1992 à aujourd'hui, elle est négative. Donc il n'y a eu aucune création de valeur, alors qu'en entre-temps, l'économie a explosé. Donc ça interroge. Trop de dettes, des problématiques politiques, des problématiques géopolitiques aussi, évidemment. Et puis une croissance qui va aller en convergeant, on va dire, vers les économies matures, qui va être structurellement moins forte dans les années à venir. Donc on a un cocktail qui n'est pas très encourageant. Alors c'est vrai que c'est pas cher, mais les value traps, les pièges à investissement, ça existe. Il y en a dans l'histoire. Et donc, ça ne donne pas envie. Donc, nous, on a regardé sur les actions à un moment pour investir. Mais si vous êtes investisseur action, en fait, vous ne détenez pas l'entreprise directement. Vous passez par une structure intermédiaire qu'on appelle des VIE, souvent basées au Caïman, qui peuvent s'écrouler comme un château de cartes. Donc on a effacé cette option de la table. On a des analystes à Singapour qui couvrent la Chine côté obligataire. On était investis dans le passé. La crise de l'immobilier nous a fait retirer des billes, parce qu'on se rend compte que les standards de transparence... Ça sort de votre radar peu à peu, quoi. Et le dire clairement. Donc, voilà, les investisseurs ne souhaitent plus s'y mêler. Il y aura sûrement, pour ceux qui souhaitent faire des coups... Oui, il y aura des rebonds. Peut-être qu'on va aller trop loin, c'est pas cher, etc. Mais lorsqu'on investit l'argent de ses clients ou de ses enfants sur le long terme, on appuie sur pause et on réfléchit. Bon, il y a mieux à faire que la Chine, sans doute, en ce moment. On peut terminer avec l'exemple de Ferrari, Arnaud. Ça reste, sans transition aucune. Même si peut-être qu'il y a quelques Ferrari en Chine. C'est sans doute... un des grands avantages de Ferrari, c'est de ne pas être exposé à la Chine, justement. Où ils ne vendent pas du tout, rien du tout. C'est rien pour eux. D'accord. Et on met en avant dans les cas d'investissement, justement, de ne pas être exposé au marché chinois. Donc Ferrari... Les Chinois n'aiment pas les Ferrari ? Non, oui. Pourtant, je suis sûr qu'il y a des Chinois qui ont les moyens d'acheter des Ferrari, quand même. Ferrari qui ne veut pas vendre. Ferrari choisit ses clients, c'est quand même une chose importante aussi. Toujours cet aspect aussi de premiumisation, de personnalisation chez Ferrari. Donc eux-mêmes limitent ce risque. Sur cette partie-là, parce qu'on peut avoir des problématiques sur les clients. Plein de choses importantes. Mais très intéressant. Donc 2% du chiffre d'affaires, on est plutôt placé sur la partie américaine, sur la partie européenne et chez les Émiratis. Des valeurs sûres pour faire et surtout en termes d'image de marque, je pense. Et ça, c'est des choses importantes. Donc des résultats records qui ont été délivrés par Ferrari, un peu court sur la partie livraison avec une livraison de 450 véhicules, mais on voit que l'effet prix a été quand même bénéfique, des niveaux de marge qui sont arrivés sur des niveaux records. Ils nous ont rassurés, notamment sur les perspectives 2025-2026, parce qu'on est un peu plus loin avec Ferrari quand même, on a des carnets de commandes sur 3-4 ans. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Après le point, nous, ce qu'on a fait, on a pris des bénéfices sur ces niveaux-là, on la garde, on la conserve à 48 fois les bénéfices. Mais ça, c'est de la gestion du portefeuille, quoi. À 48 fois les bénéfices par rapport à un Hermès, où on est quand même à 41-42 fois. Ça commence quand même. Et on a accompagné le parcours boursier de pratiquement 400% sur les 5 dernières années. Donc un très beau titre, mais un niveau de valorisation commence à être excessif, et surtout dans un secteur automobile, qui reste quand même régulé quand même de façon drastique, surtout en zone économique européenne. Même pour Ferrari ? Moins pour Ferrari, mais ils ont passé le
handicap des Oui, c'est 10 pas 000 parce que ça a 4 roues que c'est une voiture, Ferrari. Aujourd'hui, c'est quand même bien que c'est pas 44% une des voiture. véhicules, 44% des véhicules vendus par Ferrari, c'est des véhicules hybrides. Donc voilà, après, c'est quand même des points importants. Plus le recrutement d'Hamilton, c'est ça, c'était la Exactement, news du voilà. jour, visiblement, qui a peut-être Paraît-il. même dépassé mondialement la publication des Ça aurait résultats de peut-être donné Ferrari 2-3%. pour dire les choses. Voilà, dans un marché. J'ai pas suivi depuis longtemps la F1, peut-être depuis que Ferrari n'a plus remporté de titre, d'ailleurs, je crois que c'était il y a 15 ans. Je crois même que Mais- chaque fois qu'ils ont recruté un champion du monde, il n'a pas gagné. Mais C'est vrai. Ah merde, mince, bon. ça, c'est. Bon. Bon, enfin, c'était le gros transfert Exactement. du jour. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Arnaud Morel, Premier Part Asset Management, Raphaël Thuin, Ticket au Capital et Benoît Pelloual, Natixis Wealth Management.